Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous recevons Slobodan Despot, que vous connaissez sans doute, le fondateur du journal Antipresse, que je vous conseille d'ailleurs, hem, que je suis depuis maintenant quelques années et qui est vraiment, intéressant car c'est, une lecture du monde, un peu différente et avec un éclairage souvent intéressant puisqu'il est politique, mais aussi philosophique et littéraire. Donc c'est vraiment un papier intéressant qu'on reçoit le dimanche et que je lis avec impatience. Mais j'avoue que je l'écoute. Je l'écoute parce que Slobodan a une belle voix et donc je l'écoute en faisant mon sport, en courant et cetera. Donc voilà, je vais laisser place à Slobodan qui va se présenter, à nous, à toi Slobodan. Eh bien, bonjour David et merci de me donner la parole. Oui, en effet, je suis le directeur de ce magazine. Heu, il faut bien l'appeler magazine faute de mieux puisque dans le monde des nouveaux médias, les formats changent. Mais, j'ai eu évidemment plusieurs vies antérieures. J'ai fondé l'Antipresse en 2015, fin 2015, donc il y aura bientôt 10 ans. Heu Nous en sommes maintenant à 463 semaines ou 463 numéros puisque nous sortons continuellement, chaque semaine sans aucune interruption, sans vacances et sans répétition. Mais auparavant, j'ai travaillé enfin, la plupart de l'essentiel de mon temps, dans le monde de l'édition. J'ai été, directeur de collection, traducteur aux éditions L'Âge d'Homme qui, au temps de la guerre froide et juste après, était très connu pour avoir le plus vaste catalogue de traductions slaves au monde et pour avoir été le refuge et l'éditeur des nombreux opposants politiques euh, du monde soviétique, en particulier de Alexandre Zinoviev. Si vous n'avez pas encore lu, si vous ne connaissez pas Alexandre Zinoviev, je vous le recommande fortement parce que Zinoviev, en décrivant l'Union soviétique, vous a décrit le monde où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, j'ai été conseiller politique, j'ai été porte-parole d'un grand bonhomme, d'un grand personnage euh, unique dans l'histoire de la Suisse et du monde, qui s'appelait Franz Weber, qui était un défenseur de l'environnement et du patrimoine humain. Euh, j'ai créé ma propre maison d'édition avec un ami, Claude Laporte, dans les années 2006-2007, les éditions Xenia, où nous avons publié, je pense, un grand nombre de livres, de nouveau, qui sont essentiels pour comprendre l'époque, parce que tout mon travail a toujours consisté à essayer de comprendre le temps où je me trouve, euh, l'environnement où je me trouve, et essayer de deviner où on va. Alors, j'ai été notamment le seul éditeur mondial de Theodore Kaczynski, dit Unabomber, qui était, Oui, comme vous le oui. savez, l'ennemi public numéro un aux États-Unis, et le premier éco-terroriste, puisque c'est quelqu'un qui a assassiné des gens et qui a donc enduré une peine de prison de 800 ans pour avoir assassiné des gens au nom de ses convictions, non pas tellement écologistes, mais au nom de la conviction que la société industrielle dans laquelle nous vivons a mené à la destruction et de l'écosystème et de l'humain. Euh, Ça, c'est un chapitre à part qu'on pourrait développer pendant des heures. Mon travail et ma correspondance avec Kaczynski, qui est mort maintenant. Donc ça, ce sont des chapitres tous des chapitres assez divers de mon existence, mais dans les années 2015-2020, je me suis occupé de ce qui était d'abord une lettre aux amis, une lettre par email, et qui est rapidement devenue d'abord une newsletter, c'est-à-dire un email qu'on envoie à des gens sur abonnement, et puis ensuite, avec le temps, on l'a développé sous forme de magazine, en plusieurs formats, imprimable en PDF, un format pour les liseuses, format lisible sur le site. Toutes les archives sont disponibles sur le site. Et puis le format audio que j'enregistre moi-même, comme tu l'as signalé. Tout cela parce que nous commencions à avoir un public de lecteurs assez important et très divers, très éclectique. Et il y avait des jeunes, il y avait des personnes âgées, des retraités, qui chacun aimait nous lire ou
ou nous consommer, si j'ose dire, de manière différente. Donc, nous avons été probablement la première publication en ligne du monde francophone à proposer 4 formats dans les années 2019-2020. Et puis évidemment, il s'est produit ce que j'appelle la pandystopie, c'est-à-dire la l'épisode totalitaire, du Covid, dont on retiendra beaucoup moins les effets sanitaires puisque enfin les effets, oui, sanitaires sur l'humanité puisqu'ils ont été sur le plan sanitaire, les effets de la maladie ont été quasi négligeables. Mais en revanche, sur le plan de la, psychologie des masses, sur le plan de la gestion des masses, sur le plan de la, heu, dérive totalitaire de la société industrielle moderne, là, c'est un mouvement qui est c'est un moment qui est une bascule. Une Ouais, bascule et absolument, c'est à ce moment-là absolument. aussi, pendant les confinements du Covid, que nous avons, commencé à attirer un public extrêmement large et d'ailleurs international puisque nous avons des lecteurs, la preuve, toi, nous avons des lecteurs dans le monde entier qui lisent le français, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de francophones dans le monde entier, mais surtout, alors en 2020, on a eu un afflux de lecteurs extrêmement important. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès le début 2020, nous avons dénoncé la fraude. La fraude qui était cette pseudo-pandémie, c'est ce que j'appelle une pandystopie parce qu'on est entré vraiment dans un monde qui n'avait été décrit jusque-là que dans les romans de science-fiction et les films de science-fiction Ouais, cauchemardesques. absolument. Ça, C'est-à-dire c'est vrai. un monde du contrôle total, Ouais, de l'être humain avec ce droit alors ce qui est le moment, à mon avis, déterminant, la bascule, c'est le droit que s'est accordé le pouvoir, l'État, de s'ingérer dans, le sanctuaire ultime de notre propriété privée qui est notre corps. N'est-ce pas? Pendant des décennies, on a expliqué aux femmes, au nom de l'émancipation des femmes, que, elles avaient le droit d'avorter parce que leur corps leur appartient. Ton corps t'en appartient. Si le corps des femmes appartient aux femmes, le corps des hommes appartient aux hommes et tout d'un coup, on vous a expliqué en 2020 que votre corps appartenait et surtout en 2021 lorsqu'on a commencé à résiner, j'utilise ce mot pour qu'on ne soit pas, censuré sur YouTube. Lorsqu'on a commencé à résiner en masse, on vous a expliqué que votre corps ne vous appartenait pas, il appartenait à la communauté. Parce que vous deviez protéger la communauté de vous-même et donc vous deviez suivre les instructions de l'État et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont ressenti comme un viol absolument inqualifiable, mais qui ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas mettre un nom sur le phénomène qui était en train de se produire et c'est ce que nous essayons de faire et c'est comme ça que nous avons attiré beaucoup, beaucoup de lecteurs parce que moi, nous avons évidemment publié des analyses, je dirais, médicales, sanitaires, épidémiologiques quelquefois sur cette maladie, mais il y avait des gens qui le faisaient déjà et beaucoup mieux que nous. Heu, je renvoie à, tous ces médecins, dans le monde, qui se sont qui comme Ioannidis, comme Perron, comme beaucoup d'entre eux qui se sont tout de suite dressés contre les abus de cette, pandémie. Mais, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié ça du point de vue de la technique de manipulation des masses, de la technique de contrôle des masses, de ce que j'appelle le cerveau lavage, brainwashing, le lavage de cerveau médiatique, et cetera. C'est ça qui a été notre particularité à ce moment-là et c'est sur cette lecture anti-utopique ou anti-dystopique du devenir humain que nous avons continué de rassembler toutes les âmes préoccupées par la robotisation de l'humain et c'est comme ça que nous sommes devenus en fait un livre qui s'écrit, une chronique de la vie humaine au temps des robots. moi, l'antipresse, je l'ai découvert par un ami qui un jour me l'a conseillé et c'est vrai que j'ai découvert, parce que c'est un papier pas confidentiel, mais qu'il faut apprendre qu'il faut trouver en réalité. Alors maintenant, c'est vrai que Oui. tu fais tes vidéos YouTube, régulièrement. Alors ça aide un peu. D'ailleurs, il y a et si c'est pas confidentiel, il y a à peu près combien d'abonnés, à l'Antipresse, si c'est pas confidentiel, Slobodan? Eh bien, moi, je ne le sais pas. Ah! Je ne le sais OK. pas, je refuse absolument de le savoir, et c'est D'accord. c'est c'est mon OK. associé qui le sait.
parce que si je commençais à suivre le nombre des abonnés, ça influencerait ma manière Ah, d'écrire. OK, Mais on en a pas mal on n'est ouais, pas confidentiel, en fait. On est confidentiel, au sens où le budget publicitaire de l'Antipresse s'élève à 0 € ou oui, 0 francs ou 0 $, oui, parce que nous ne comptons que sur le bouche à oreille. ouais. Enfin, Nous quand nous je ne dis comptons confidentiel, c'est dans le bon sens du terme en réalité, oui, c'est-à-dire en fait, c'est pas c'est vous effectivement, vous êtes pas à la recherche de sponsors, de ah, pas du pubs, tout. Il y a pas de oui, oui, publicité, non. c'est tout à fait l'inverse. Non, quand je dis confidentiel, c'est dans le sens où, bah, déjà, c'est quand même il y a un certain niveau, je dirais pas intellectuel, hein, mais il y a un certain niveau, il faut faire la démarche de le lire. Alors maintenant, on peut t'écouter, ce que je fais moi, Oui. et c'est assez agréable. Et en fait, je dois dire que, moi je fais des vidéos par ailleurs, j'écris quelques petits livres et cetera, mais j'ai eu des sujets, ou pas forcément un sujet, mais un déclic, un intérêt nouveau, une vision un peu différente en écoutant l'Antipresse, tu vois? En général, je l'écoute en courant. Voilà, je cours Ah, doucement, hein, je cours doucement. Et quand on court ou qu'on fait une activité, purement physique, en fait, ça dégage l'esprit et c'est souvent, en marchant, en courant, en nageant qu'on a des bonnes idées, je trouve. Et c'est vrai qu'en t'écoutant, en arrière-fond comme ça me permet de penser à des choses. Alors je vais revenir, 2 secondes sur la crise, pandémique. Moi, je vis au Cambodge et effectivement, la plupart des pays dits, émergents ou du tiers-monde ou ce que tu veux, dont le Cambodge, ont géré la crise, mais d'une manière beaucoup plus intelligente. Et je dois dire que le Cambodge a vraiment bien géré la crise parce que il faut se rappeler qu'au début, au début, tout le monde a eu peur. C'est parce que, heu, moi, j'ai des copains qui m'envoyaient des images de Chine où on voyait des gens tomber par terre, enfin, tout à fait au début, hein. Je parle vraiment des premières semaines, premiers jours quasiment. On ne savait pas à quoi on faisait face. Et puis, petit à petit, on a commencé à comprendre. Et le Cambodge, a été un des rares pays dans la région, il y avait un bateau. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, il y avait un paquebot, tu sais, de touristes, de vieux Allemands, quoi, hein, pour caricaturer. En l'occurrence, c'était plutôt des Australiens, mais bon, voilà, des quinquagénaires, bon, comme nous, hein, mais un peu plus obèses, dans le bateau qui se balade. Et en fait, c'était le début, tous les pays fermés. Et la Thaïlande les a refusés, le Vietnam les a refusés, enfin tout le monde les refusait, les Philippines les ont refusés, et cetera. Et il y a que le petit Cambodge, le petit royaume du Cambodge, qui les a accueillis. Et le Premier ministre est venu en personne pour serrer la main à tout le monde, les accueillir, etc. Et, cetera. Et ça m'a fait penser à ce fameux paquebot, tu sais, j'ai oublié le nom, dans les années, ouais, un petit peu avant la guerre, avec des Allemands de confession juive qui étaient partis à New York en paquebot. Si tu as le nom, oui. je l'ai plus sous la langue. Et c'est pareil, ils ont été refusés par tout le monde, quoi. Les Américains les ont dit non, non, merci, au revoir. Et du coup, ils sont retournés en Allemagne. Non, mais tu vois, ce que tu décris, c'est l'inversion qu'on a observée partout. On est Oui. vraiment dans on est vraiment dans un monde de l'inversion, c'est-à-dire que c'est toujours celui qui réclame la démocratie qui est l'autocrate, qui est le totalitaire, Mmh. et celui qui dénonce le manque de démocratie qui est totalitaire, c'est toujours celui qui ce sont toujours les violeurs qui crient au viol, hein, pas oublier. Donc, j'ai eu des témoignages comme ça. J'ai voyagé, alors que le paradoxe, et c'est ce qui a beaucoup intéressé nos lecteurs, c'est que moi, à la différence de la plupart des gens d'ici et d'Europe, j'ai énormément voyagé durant cette année du Covid. J'ai été une grande partie du temps en Serbie, où le régime était infiniment, comme d'ailleurs, un peu comme au Cambodge, était beaucoup Mmh. plus souple que dans les pays de l'Ouest. J'ai été en Russie, où ça ne se sentait pratiquement pas. Jusqu'en 2020, ça ne s'est pas senti. En 2020, il y a eu une tentative de, de resserrement du Mmh. système, d'ailleurs très étrange. Je pense qu'elle n'était pas liée directement au Covid, mais peut-être à une crainte de guerre Ouais. biologique, peut-être. Mmh. Donc à partir de novembre 2021, mais jusque-là, en Russie, on ne sentait rien. En Serbie, on ne sentait rien. Évidemment que cela n'avait aucune incidence, d'ailleurs on l'a vu en Suède, ça n'avait Mmh. aucune incidence sur la propagation de la maladie, évidemment, ça va de soi. Ouais. Mais donc j'ai pu témoigner. Alors évidemment, il y a encore
je ne suis pas allé à ce moment-là en Afrique, mais il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ont simplement traité par le mépris toutes ces Oui, choses-là et qui s'en sont très bien portés. oui, oui. Donc, Oui, oui. le simple fait d'introduire ces aperçus de la réalité extérieure dans le monde contrôlé par la dystopie Mmh. a, en quelque sorte, ouvert les yeux ou en tout cas soulagé beaucoup de gens. Ouais, C'était mais notre manière de mmh, lutter. moi, je sais pas. Je sais pas parce qu'en fait, tu vois, par exemple, tu as parlé d'un des lecteurs, donc un de mes collègues, qui disait que l'antipresse était trop, enfin, trop noir, trop, ça le déprimait, en fait. Ouais, quand j'ai entendu ça, j'ai halluciné. Je me dis: «Mais, bah, le mec, Non, il est hypersensible, quoi». oui, peut-être, oui. C'est très étonnant. C'est pour ça, moi, j'ai quand même un doute. Enfin, de je sais pas, je sais plus parce que le système dans lequel on est, dans ce capitalisme de surveillance, parce que c'est ça, en fait, hein, on est dans un capitalisme de surveillance, mais en fait, on est nos propres, bourreaux, en fait. Tu vois? C'est une auto, Oui, enfin, je veux dire, quand je discutais, moi, pendant cette période-là, avec de mon côté professionnel, parce que je travaille avec des sociétés françaises. Moi, je suis dans la cartographie aérienne, tu sais, le lidar, tout ça, des choses comme ça, et donc j'ai des jeunes qui sont venus un moment ici, et à un moment donné, voilà, on sort un peu, puis on boit un verre ou 2, et puis, j'aborde le sujet en disant: «Mais alors, donc vous avez fait vos propres, papiers de sortie, c'était drôle, quoi». Et il y avait un double discours. En fait, je pense qu'il y a des gens qui ont réellement eu peur. Mais quand je oui, dis peur, c'est vraiment ils ont eu peur. Il y a eu une peur, un peu folle. Et tu parlais de et d'autres qui ont juste été gênés, mais pas suffisamment pour se révolter, tu vois? Et ça, c'est le capitalisme, ce que je définis, le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire, en fait, ils ne vont jamais assez loin pour que ça craque. Et non, c'est bien ça sûr. qui est nouveau dans notre société aujourd'hui. Et je termine juste sur la Suède, parce qu'en fait, ma mère était suédoise et mon père est écossais, mais moi, je suis né en France. J'ai fait toutes mes études en France, et cetera. Et donc la Suède, qui n'a rien fermé, et cetera, et moi, j'étais en contact avec, mon oncle et ma cousine, et cetera, et je leur posais la question. Je leur disais, eux, ils sont un peu âgés maintenant, ils ont 70 ans, et eux, ils me disaient: «Ouais, la Suède est trop laxiste», tu vois? «On n'a pas assez, c'est quand même dangereux», tu vois? Il y avait quand même ce sentiment-là. Alors, leurs enfants, eux, ils s'en foutaient, quoi, mais en fait, la chose qu'on nous a martelée et qui a aussi pris au Cambodge à un certain moment, et c'était extrêmement vicieux, c'est de dire que on va tuer nos grands-parents. Oui, Ça, oui, oui, oh là là, ça, c'était vraiment le truc le plus, et ça a c'est marqué vicieux, beaucoup de gens, c'est beaucoup de gens. pervers, c'est Ah vraiment bah, pervers. c'est le summum de la perversité. La Chine a été sans doute, je pense, plus ou moins lié, dans une sorte de 11 septembre à la chinoise, tu vois? Un peu retourné. En fait, en disant, et la Russie, c'est peut-être un peu le même cas, et tout le monde, en réalité, a profité de ça pour ressaisir comment dire? Refermer un petit peu la liberté individuelle parce qu'il y a rien de mieux pour un gouvernement, de contrôler. C'est un peu le but inconscient de tout gouvernement. Et la Chine, à un moment donné, a commencé à casser les bonbons aux Chinois. À un moment donné, en Chine, les gens ont commencé à vraiment en avoir marre. Tu sais, c'est quand on entendait, les gens crier dans les tours, toute la population un peu à un moment donné s'est un petit peu révoltée. Mais ce qu'on ne sait pas, alors ça, les occidentaux ont utilisé ça pour dire: «Ah, regardez la Chine, c'est horrible, les gens sont enfermés chez eux», mais c'est pas du tout vrai. Ils en ont eu marre, et ce qu'on ne sait pas, ou très peu, c'est qu'en fait, le gouvernement a changé du jour au lendemain. Ils ont tout arrêté, Oui, mais tout. oui, je sais. Tout, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais chez nous. Et donc, Non, bon, c'est toujours la même critique. En fait, la Chine est, sous certains aspects, plus démocratique que les systèmes européens. Parce qu'en fait, ça va du bas et ça remonte vers le haut. Alors, le haut ne change pas, on est d'accord. Mais si on écoute le bas, pourquoi changer le haut si ça fonctionne? Moi, ça me dérange pas. Voilà, quoi, tu vois. j'ai moi-même, publié plusieurs reportages depuis la Chine puisque j'ai traversé la Chine en 2019 et Ah j'avais oui, aussi ce sentiment qu'il y avait il y avait il y a peut-être pas de grande liberté politique, mais il y a beaucoup de liberté au quotidien. C'est-à-dire que oui, 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 les gens sont libres vis-à-vis du système, oui. et ça, c'est quelque chose par exemple, que la pression, la propagande médiatique en Occident ne restitue jamais. Non.
la manière dont la décontraction des gens dans ces pays asiatiques, Mmh. vis-à-vis du pouvoir d'ailleurs, et elle n'est jamais mentionnée, on l'ignore tout simplement. On présente ces pays comme d'horribles régimes totalitaires avec, Mmh. des individus qui sont réduits à des citoyens réduits à des fourmis, n'est-ce pas? C'est ça, Et c'est puis ça. non, c'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui ont leur jugement, qui ont leur petite vie, Oui, oui. qui trichent avec le système ou qui s'arrangent avec lui, Oui. chacun à sa façon, Mmh. et qui, en somme, vivent sans doute, de manière plus satisfaite que nous ne vivons en Europe. En tout Probablement, cas, ouais, je dirais plus heureux en tout cas, plus heureux parce que oui. plus libre en réalité et c'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, ils ont ils ont une liberté de tous les jours plus grande. Oui, Heu, c'est ça. l'antipresse, vous êtes combien à travailler sur ce papier? Vous êtes combien? Vous êtes une équipe On de est combien de personnes? C'est une équipe de 5 personnes, en D'accord, oui, gros. c'est quand même assez restreint. Donc Oui. parce que la mise en page est assez bien faite, il y a toujours quelques de bonnes images, de bonnes photos, Mmh. ça demande quand même un peu de temps. Combien de temps vous mettez pour sortir un numéro? C'est toute la Bah, semaine? forcément, on met une semaine, puisque Ouais. s'ils sortent toutes les semaines. Non, pas Mais c'est un forcément, parce que travail, tu pourrais oui, décider non. d'en faire un toutes les semaines parce que voilà, tu vois? Ça tu peux prendre 3 jours puis tu attends, c'est pas forcément une obligation, je pense. Ah, mais vu le volume le volume de contenu, vu la préparation, vu, la distribution en plusieurs formats, un numéro, ça prend effectivement, je pense, 5 jours de travail. Mmh. Ça prend bien 5 jours de travail, et il y a quand même, il y a 4 000 et quelques articles dans l'archive maintenant. Ouais. Donc, c'est un et ce sont tous des articles originaux. Mmh Donc, il mh. n'y a pas de reprise. Oui. Nous ne reprenons Oui, oui. pas. Oui. Donc, Oui, ça il y a vraiment un très gros, bon, il y a aussi des contributeurs extérieurs, des gens qui mmh. proposent des tribunes et des choses comme ça, mais c'est un travail à plein temps. C'est un gros travail, Ah oui, 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 ça un c'est gros travail. ça c'est je n'en doute à aucun Mmh, moment, pas une seconde. Mais c'est vrai que oui, c'est à noter que c'est que des articles originaux et ça c'est ce que mmh. c'est pas une revue de presse. Alors c'est quand même une sorte de revue de presse, mais originale, je Oui. dirais. Et ça, c'est Oui, vrai que c'est il y a une partie des brèves, ce que j'appelle les turbulences, où je cite des oui. choses, je passe en revue ce qu'il vaut la peine de lire ou de regarder durant la semaine. Heu, c'est une dizaine de petites notes Mmh. chaque semaine. Mais les articles de fond, ceux qui sont enregistrés en podcast aussi, Ouais. sont des articles originaux, et une particularité de l'antipresse, c'est que, on ne trouvera pas nos articles reproduits ailleurs parce que je ne le permets Oui. pas. Heu, Ouais, alors ça, oui, ça c'était une question que je voulais te aborder avec toi, c'est vrai. Hem, comment tu fais? Comment tous tes lecteurs sont des gens honnêtes ou, vous faites un peu la chasse, aux reprises, c'est vrai qu'on voit ah, pas les disons, articles ailleurs. d'abord, ils le savent que l'autorisation, quelquefois, la reproduction est soumise à autorisation. Quelquefois, nous autorisons. Quand ça a un intérêt, général, quand c'est une personne qui a été interviewée, par exemple, et qui souhaite, repartager sur ses réseaux, évidemment, on va pas lui dire Oui, non. Mais OK. la plupart des articles, non. Pourquoi? Parce que nous avons une démarche qui nous est propre. Ces Mmh. articles ont souvent des renvois à d'autres articles de l'antipresse, un peu comme Ouais, des chapitres à l'intérieur d'un livre. exact. Nous avons notre liberté à nous, nous avons une liberté de ton et de sujet qui est, garantie par le fait que nous sommes réservés à nos abonnés. Nous ne sommes pas dans le domaine public, à vrai dire. Mmh. C'est pour ça que Mmh. c'est vrai que nous sommes confidentiels, dans ce sens qu'il y Oui. a une relation confidentielle entre nous et nos lecteurs. Oui, c'était un peu ça que Et qui je est voulais dire assez effectivement. bien, et qui est assez bien respecté d'ailleurs. Les lecteurs Mmh. d'abord, ils sont fidèles, ensuite, Mmh. ils comprennent très bien cette démarche, et puis, Non mais ouais, c'est tout à fait nous exact parce qu'en fait, bon, j'ai jamais cherché à réellement à voir si on pouvait trouver ça sur internet, mais j'ai l'impression effectivement que les lecteurs ne diffusent pas, enfin, c'est pour ça que je dis c'est non. une sorte de un peu de un club comme un club Quand un c'est peu pr diffusé, nous adressons gentiment un message en disant: «Non, nous n'avons pas mmh, autorisé ça». mmh.
Nous avons une démarche qui est à peu près à l'opposé diamétral de la plupart des intervenants dans ce qu'on pourrait appeler les nouveaux médias qui essayent absolument à s'assurer de l'affluence et nous, nous Oui. essayons de nous assurer une influence. Oui, mais C'est ça, différent. c'est vrai que ça, c'est un luxe que vous avez et un luxe, tout à fait mérité. C'est le luxe de d'avoir, suffisamment de d'abonnés pour vivre et vous permettre de faire des choses, d'un niveau, je veux dire d'un niveau d'excellence, assez élevé et ça, c'est vrai que c'est quand même assez rare parce que ça n'existe pas partout. Parce qu'en réalité, la plupart des gens je fais une parenthèse, je fais toujours des parenthèses, dans les parenthèses, mais il y a un truc qui est insupportable, enfin que moi personnellement je ne supporte pas. Je vais pas citer de nom, mais tu vas tout de suite comprendre. Il y a beaucoup de nouveaux médias dits alternatifs qui, font des choses intéressantes, et puis tout d'un coup, paf, ils te glissent une formation, comment devenir riche, comment placer ton argent en bourse, mais je supporte pas ça. Je supporte pas ça Non. et c'est horrible. Si le cœur de ce qu'on fait ne suffit pas à assurer la viabilité, on cherche des revenus annexes, comme la publicité ou des formations. Tout à fait. Non, mais c'est C'est clair. quelque chose que je ne fais pas. Voilà. Non, non, oui, ça, je le confirme, il y a pas une seule publicité dans l'antipresse. J'imagine qu'au début de l'antipresse, vous deviez avoir trois, quatre clients, j'imagine plutôt des copains, l'entourage familial, ou ça a démarré, vraiment fort tout de suite? Ça a démarré assez fort tout de suite parce qu'au début, c'était gratuit. Alors, au début, ça a commencé à 1 500 personnes à qui on adressait cette lettre. Mmh. Puis ensuite, ça a monté à des dizaines et des dizaines de milliers. Puis après, on a passé à un modèle abonnement parce qu'on pouvait plus. Je veux dire, ça devenait professionnel. Mmh. Alors évidemment, quand vous passez à l'abonnement, bah, vous avez la plupart qui s'en vont, et puis vous en avez qui restent, et puis qui. Alors nous avons de la chance parce que ceux qui sont restés au début, là, beaucoup d'entre eux nous accompagnent encore 9 ans plus tard. Ouais. Donc on a une fidélité absolument exceptionnelle de Mmh. notre Bah, lectorat. les gens sont satisfaits, quoi, en fait, en gros. Très oui. Enfin, il me C'est aussi semble, c'est ce qu'ils disent. oui, 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 oui. Oui, oui. Mm. Et est-ce que parce qu'en fait, tu disais tout à l'heure que tu as beaucoup d'archives, tu as beaucoup maintenant d'anciens numéros. Heu, Mhm. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt ou, à permettre, pour, l'éducation, l'instruction «des masses» entre guillemets, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à ouvrir un peu les anciens numéros? Il n'y aurait pas quelque chose à faire là-dessus pour que les gens puissent un peu les lire, hem toi, peut-être les numéros d'il y a 2 ans, 3 ans, il y aurait pas quelque chose à travailler sur ce sens-là pour, faire découvrir un petit peu ce travail au plus Oh grand ben nombre? les gens qui nous écrivent, on leur envoie des anciens numéros pour qu'ils puissent voir de quoi il s'agit. Et puis, nous envisageons, mais ça nous prenons les décisions très lentement, donc là maintenant nous envisageons de faire des rééditions, mais en papier, c'est sous forme de livres, Ah oui, heu, de l'archive, OK. c'est-à-dire de grouper des livres par thématique, parce que nous avons des grandes thématiques, que nos divers contributeurs suivent. Mmh mh. Psychopathologie du totalitarisme chez Ariane Biran, Mmh. heu, manipulation manipulation du citoyen chez Eric Werner, la technologie, la géopolitique, la littérature chez moi, et cetera. Donc Ouais, d'accord, ça, OK. c'est quelque chose qu'on envisage, D'accord, sous forme d'une publication, donc un de manuel, livres, ouais, voilà, ouais, OK, d'accord. recueil. Parce que c'est vrai que, je reviens à ce que je disais tout à fait au début, c'est qu'en fait, c'est une lettre un petit peu confidentielle, qui donc est pas ouverte à un jeune qui a pas trop d'argent, et c'est vrai que quelque part, c'est tellement intéressant, il y a quand même par moments de très, très bons numéros. C'est, c'est qui «mériterait» entre guillemets d'être un peu plus diffusé pour l'évolution humaine. Tu vois ce que je veux dire? Pour le bien-être des gens. Mmh. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, je me disais, c'est bien d'être confidentiel, mais c'est vrai que peut-être, ou alors un abonnement spécial jeune. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe. Il y a un abonnement pour les jeunes étudiants, chose comme ça, un truc un peu moins cher? Nous avons ce qu'on appelle des abonnements parrainés. Il y a ceux qui payent les abonnements les plus chers parrainent des abonnements, à prix réduit pour les chômeurs, les D'accord, jeunes ça, ça et les existe, retraités qui ont des difficultés financières, oui. Ça d'accord, donc existe. OK, donc c'est bien de le dire parce que c'est Et puis pas,
OK, Et puis donc d'autre on peut trouver un abonnement un d'autre peu adapté à ses revenus, si on le souhaite. il faut bien dire une chose, c'est un parti pris. On ne s'adresse pas au grand public, au public Mmh. général, comme on s'adresse à des gens qui ont adhéré à vous volontairement. Certes. Je pense que notre manière de voir les choses n'est pas une manière qui s'adresse au grand public. Mmh. C'est une manière qui s'adresse aux gens qui, avant même de prendre un abonnement chez nous, ont décidé de réfléchir par eux-mêmes. Mmh. Simplement, ils n'ont pas les repères. Mmh. Les gens qui n'ont pas décidé de réfléchir par eux-mêmes, qui n'ont pas cette prise de conscience et qui veulent consommer de l'information ou de la réinformation, comme le disent les altermédias, ils ont Mmh. toute l'offre qu'il faut. C'est pas à eux que nous nous adressons. Nous nous adressons à des gens qui vraiment ont décidé d'entrer dans un questionnement intérieur. Mmh. Pas, pas quelque chose où on pointe quelqu'un du doigt, où on pointe un parti du doigt Mmh ou mh. l'État du doigt. Vraiment, le rapport Oui, entre soi, la société, le système. c'est la différence entre la critique et l'analyse, on va dire. Mais oui, je comprends, mais je prends l'exemple tout bête, toi, d'un étudiant qui a un peu cette démarche-là, mais qui, n'a pas trop de sous et cetera. Donc Là, si je je vais dois te dire une chose. oui, Je vais te dire une chose. L'abonnement de base de l'Antipresse coûte, je crois, 90 € par an. Heu, moi, lorsque les gens me disent: «C'est cher», je leur réponds ceci: quand j'étais étudiant, je n'avais pas un rond, mais je trouvais toujours de l'argent pour m'acheter les livres nécessaires et avoir les abonnements aux revues qui me plaisaient. Au détriment des vacances, au détriment de l'habillement, et cetera. Donc pour moi, par exemple, personnellement, même quand j'étais dans des périodes où je n'avais pas beaucoup de revenus, il y avait 3 choses sur lesquelles je ne transigeais pas. C'était la qualité de mes chaussures, la qualité de mes couteaux et la qualité de mes ordinateurs. Et ça, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont nécessaires à la vie. Les lectures, que je dois faire, les livres ou les revues auxquelles je suis abonné sont nécessaires à ma vie. Donc je ne transige pas sur le prix et je considère que si vous pensez que votre développement culturel, votre réflexion, votre dialogue avec vous-même et avec le monde que facilite une publication comme la nôtre sont essentiels à votre vie, je pense que les 90 € ou les 150 € annuels, vous allez quand même les trouver quelque part. je te rejoins sur un aspect. Heu, Mon père m'a toujours dit qu'on reconnaît un homme à ses chaussures. Ben Et voilà, je pense que c'est exact, et lui était dans la démarche d'acheter une paire de chaussures pour quasiment une vie, hein. C'était des oui. chaussures de très haute qualité, anglaises et cetera, faites sur mesure, mais on garde une paire, 20 ans, 30 ans si on l'entretient. Ben, Oui, oui, oui. l'antipresse, c'est comme une bonne paire de Oui, chaussures, on oui, s'abonne et on la garde pour la vie. c'est je ne peux pas dire le contraire. Là, j'attirais juste l'attention sur le fait qu'aujourd'hui bon, alors c'est une certaine façon de faire c'est une façon de faire une sélection que je comprends. Mais moi, je vois souvent des jeunes qui sont dans une démarche quand même de recherche, de vérité, et cetera. Alors oui, tu as raison, ils sont perdus, dans la masse et ils font les mauvais choix. Certainement, certainement. Certainement, ils passent trop de temps sur, des trucs débiles ou tout ce que tu veux, et cetera et ils pourraient faire «l'effort» entre guillemets de je ne dis pas le contraire. Je dis juste que il y a des gens qui sont pas forcément, qui sont un peu perdus et qui, tu sais, qui ont du mal à se focaliser, à s'accrocher à quelque chose et que c'est vrai que s'il y avait des anciens numéros peut-être un peu disponibles ou, des résumés ou une Ils sont partie un peu disponibles, gratuite. il faut faire la démarche de les demander. OK, bon voilà, très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu, 5 minutes du conflit en Ukraine? Quel est ton point de vue sur ce conflit? Est-ce que pour toi, y a-t-il un parti, gentil, un parti, je simplifie les choses, mais est-ce que les Russes sont vraiment victimes, des méchants Américains? Ou est-ce qu'il y a un petit peu des 2? Est-ce que tu penses qu'on peut aller vers une paix? Quel est un peu ton sentiment et ton point de vue sur ce sujet qui va sans doute intéresser pas mal de gens? Alors, j'ai un point de vue, tu le sais, qui est
différencier au sens où je ne peux pas le résumer en une phrase et c'est un point de vue que j'ai exposé en, je crois, une soixantaine d'articles depuis que cette crise, la crise d'Ukraine a commencé. La crise d'Ukraine n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014, soyons bien précis. Oui. Et je pense que j'ai écrit plus de 60 articles. Donc, j'ai 450 pages ou 500 pages rien que sur la question Russie-Ukraine. Donc, il m'est très difficile de résumer cela en une vidéo, n'est-ce pas? Mais d'une manière générale, d'abord, cette guerre était annoncée. Cette guerre était annoncée à partir du moment où, après l'effondrement de l'URSS, l'OTAN a commencé à s'étendre vers l'Est. Et ça, ce sont des géopolitologues et même d'anciens dirigeants américains ou européens l'ont déjà annoncé, ont mis en garde, ont dit Mmh. attention, n'allez pas plus loin. On est allé plus loin avec l'OTAN. Cette guerre était annoncée à partir du moment où les Occidentaux ont organisé un coup d'État. Un coup d'État, c'est pas une révolution populaire, c'est un coup d'État à Kiev en 2013-2014, parce que le pouvoir de l'époque à Kiev balançait, oscillait entre une alliance européenne occidentale et une alliance russe. Et puis évidemment, il était annoncé du fait que, pour des raisons objectives de stratégie, et en particulier de stratégie nucléaire, il est impossible pour la Russie, pour une puissance nucléaire, de tolérer des bases militaires hostiles à ses portes, comme l'Ukraine s'apprêtait à les installer aux portes de la Russie. C'est exactement la même chose en renversé que ce qui s'est produit avec la crise des missiles De Cuba, ouais. soviétiques à Cuba. Les Américains Mmh. ne pouvaient pas tolérer d'avoir des missiles nucléaires pointés sur eux depuis à 150 km de leur côte. Et on comprend très bien pourquoi, Oui, et les Soviétiques l'ont très bien compris, et on est arrivé à un arrangement à l'époque. Mais à oui. l'époque, il y avait un dialogue entre les chefs d'État. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de dialogue. D'ailleurs, Mmh. la seule chose que je vais dire, et après on peut clore sur ce sujet parce que le reste est dans l'antipresse, c'est que j'avais annoncé dans le premier numéro de l'antipresse de 2022 que le, cette crise serait la grande crise la Russie serait au centre de nos préoccupations durant toute cette période. Pourquoi? Parce qu'en décembre 2021, donc quelques semaines avant cet article, la Russie avait adressé une lettre qui avait tout d'un ultimatum à l'OTAN et à Washington en disant: nous demandons des négociations sérieuses sur le statut de l'Ukraine. Il faut que vous entriez dans cette négociation pour éviter une guerre. Cette lettre, très très solennelle, très sérieuse, très motivée, envoyée par le gouvernement russe, par le président russe, à Bruxelles, à Stoltenberg et à Washington, a été traitée par le mépris. On l'a simplement roulée en boule et on l'a jetée à la poubelle. On a dit: mais qu'est-ce qu'ils ont, ces Russes? Mais qu'ils aillent se faire voir. Le résultat, ça a été le- enfin, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, puisque la Russie avait annoncé: si vous ne discutez pas de ça, voilà ce qui va arriver. Oui. Évidemment que ce n'est pas une guerre entre les Russes et leur peuple frère, les Ukrainiens, c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN, dont malheureusement les Ukrainiens sont la chair à Les canon. les victimes, oui. Non, mais là-dessus, je pense qu'on est absolument d'accord, mais je rajouterais, je rajouterais le suicide allemand dans la balance, parce que c'est assez intéressant de voir le Oui, suicide allemand, le suicide réel. Parce que là, je rappelle que le groupe Volkswagen, qui a été le groupe mondial pendant beaucoup d'années, est en train de fermer des usines en Allemagne. Et ça c'est jamais arrivé. Je pense qu'il n'y a jamais une seule usine Volkswagen et du groupe qui a été fermée depuis sa création. Et c'est complètement assez. Là, on retombe dans la dystopie du oui, début, c'est-à-dire en fait dans la folie européenne et de ce suicide un peu global, assez étrange d'ailleurs, mortifère, de vouloir. Parce qu'en fait, le grand perdant, c'est pas la Russie, là, on comprend bien, c'est encore moins l'Amérique, c'est l'Europe. Et dans l'Europe, c'est surtout l'Allemagne. C'est surtout l'Allemagne, le grand perdant. Ce que je te propose maintenant, oui. c'est de conclure avec Le Rayon Bleu, que j'ai lu, Mhm. qui est un livre qui, à mon avis, qui est effectivement ce que tu disais au début, c'est que c'est un livre d'actualité, dans le sens où ça parle d'un potentiel conflit
d'un téléphone, de nucléaire, et on est quand même, on touche du doigt quand même un conflit un petit peu nucléaire quelque part. Donc si tu veux un petit peu conclure sur ce livre que je Oui. conseille, que je vais montrer. Alors ça, c'est l'antipresse qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment, là je conseille Mmh. effectivement à tout le monde de s'intéresser à ce papier qui est vraiment de très bon niveau, et que j'attends tous les dimanches avec impatience. Et là maintenant, on va parler un petit peu du rayon bleu, euh, qui est un très beau. Bon, tu as un talent littéraire parce que c'est bien écrit. Déjà, tu es édité chez Gallimard, c'est quand même quelque chose d'une une référence. Bah, écoute, Slobodan, je te laisse le mot de la fin avec ce livre, et avec une petite touche sur le contexte actuel dans lequel on est, parce que ce que tu disais au début, que en fait, le rayon bleu est peut-être d'actualité. Oui, c'est un roman qui a été publié en 2017. Malheureusement, il a été publié entre les 2 tours de la présidentielle, donc il n'a pas eu beaucoup de couverture de presse pour des raisons compréhensibles. Il a quand même eu un prix littéraire en France, mais c'est une fable de l'époque, qui est centrée qui est centrée en fait sur l'incapacité de l'immense majorité des gens à comprendre ce que c'est que la menace nucléaire. Il s'agit d'une histoire de la guerre froide, d'une je ne vais pas dévoiler toute la trame, mais enfin, il s'agit de l'histoire d'un réseau dont j'ai supposé l'existence et qui en fait semble avoir vraiment existé, d'un réseau de gens, de savants, de décideurs, de politiques qui n'avaient pas confiance dans la capacité de leur propre gouvernement, que ce soit à l'ouest ou à l'est, à, à contrôler, à contrôler le mécanisme de la destruction mutuelle assurée, de la dissuasion nucléaire, et qui avait décidé en quelque sorte de, euh, d'assurer, de faire un deuxième verrou sur, le potentiel échange nucléaire. Comment? En dialoguant. Et l'outil de ce dialogue, c'était ce téléphone qui se trouve quelque part dans un château en France. C'est une histoire d'espionnage, c'est un thriller, c'est l'histoire de la mort, de la mort mystérieuse et pas vraiment résolue d'un haut fonctionnaire français. Mais derrière cela, il y avait chez moi l'obsession, la crainte obsessionnelle d'une incompréhension fondamentale entre la Russie, l'URSS à l'époque, et l'Occident, incompréhension qui risquait de nous amener au seuil d'une destruction nucléaire, même pas voulue, mais simplement due à l'incompréhension, à, à la méfiance, à l'incompréhension et au fantasme qu'on développe autour de l'autre. Et c'est tout le sel de ce livre. Et malheureusement, je ne m'attendais pas en 2017, lorsqu'il est paru, je ne m'attendais pas à ce qu'il trouve une illustration aussi brûlante et aussi pertinente en 2024 avec cette escalade qui risque de confiner à la destruction mutuelle que nous voyons aujourd'hui. Et je conclue là-dessus, le plus mystérieux là-dedans, c'est que parmi tous les gens qui sont impliqués dans ce mécanisme du jugement dernier qu'est l'arme nucléaire stratégique, tous les gens qui observent cela et commentent cela, ou même qui la commandent, il y en a très très peu qui en fait ont la, la capacité de prendre cela comme quelque chose de réel et non pas simplement comme un jeu stratégique. C'est-à-dire que si ce jeu tourne mal, nous sommes tous morts. Mais eux s'arrêtent au seuil de cela et pensent qu'on est dans une pure spéculation intellectuelle parce que regarder la mort en face, regarder la mort nucléaire en face, n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Oui, effectivement. Et effectivement, je pense que c'est exactement un problème de communication entre des superpuissances qui veulent peut-être même plus se parler. Donc ça, c'est vraiment dommage. Bah, Elle écoute, ne se parle plus. ouais, c'est ça, c'est le drame. Le drame, il faudrait envoyer l'antipresse à chacun. Oui. Peut-être que tu pourrais servir de médiateur. Mais Oui, je vais leur envoyer des abonnements à Washington et à Moscou. ouais, ça peut-être, on sait jamais. Ça pourrait éventuellement les réveiller. Non, il faudrait peut-être plutôt Oui, leur envoyer le rayon bleu, du coup. Bah, écoute, oui. merci beaucoup. Ouais. Merci pour ton temps. Merci, merci Merci à Slobodan. toi. Une fois de Merci plus, à toi, c'est chaleureux. Merci beaucoup, David. à très bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Salut.